Un mensonge d'État vient de se briser en plein jour. Selon le contenu que vous avez fourni, tout commence dans une rue de Minneapolis sous l'œil des caméras lors d'une manifestation présentée comme pacifique. Alex Peretti est là, infirmier en soins intensifs au VA, permis légal de port d'armes. Son arme reste dans son holster. Les images décrites montrent du gaz lacrymogène, un homme plaqué au sol, des coups répétés, puis des tirs. Au moins 11 morts sur place. Pourtant, presque immédiatement, l'administration Trump parle de terroristes et de menaces armées. C'est là que la contradiction explose. Parce que si cette version était solide, pourquoi s'effondre-t-elle si vite, y compris chez les soutiens historiques de Trump, des défenseurs du deuxième amendement jusqu'à la NRA? Mais voici le détail que presque personne ne regarde. Ce moment ne concerne pas seulement un homme tué à Minneapolis. Il redéfinit ce qui peut vous arriver, à vous, quand le récit officiel prend le dessus sur ce que montrent les faits. Et c'est précisément là que l'histoire bascule. Ce qui est présenté publiquement ne représente qu'une partie de ce qui s'est passé. Selon le contenu que vous avez fourni, la version officielle s'est construite très vite, presque trop vite. Elle affirme qu'Alex Peretti constituait une menace armée lors d'une manifestation à Minneapolis. Mais les éléments factuels cités dessinent une séquence plus précise. Une femme aspergée de gaz, Peretti qui intervient, du gaz dirigé vers lui, une mise au sol, puis des tirs. Son arme, indiquée comme légalement détenue, n'est jamais montrée hors de son étui. À ce stade, l'événement cesse d'être isolé. Il s'inscrit dans une dynamique plus large où le récit précède l'enquête. Et voici le basculement. Au lieu d'attendre des vérifications, des responsables et des comptes officiels diffusent immédiatement des accusations lourdes, parlant de terrorisme. Remarquez ce qui n'est pas nié à ce moment-là, l'existence des images et l'absence de menaces visibles au moment des tirs. La question n'est donc plus seulement que s'est-il passé, mais pourquoi cette version est-elle imposée si rapidement et à qui profite cette précipitation? Selon le contenu que vous avez fourni, une affirmation centrale est avancée très tôt. Alex Peretti aurait été abattu parce qu'il représentait une menace armée imminente. Mais cette affirmation se heurte immédiatement à un détail concret. Il est indiqué qu'il détenait un permis légal de port d'armes dissimulé et que son arme est restée dans son holster pendant toute la séquence. Un élément précis revient à plusieurs reprises. Aucune image ne montre Peretti dégainant, pointant ou menaçant qui que ce soit. À la place, la scène décrite est celle d'un homme aspergé de gaz alors qu'il tente d'aider une autre manifestante, puis plaqué au sol avant d'être touché par au moins 11 tirs. Voici pourquoi ce détail change tout. Si l'arme n'est jamais sortie, la justification invoquée après coup devient fragile. Et remarquez ce qui manque dans les déclarations initiales. Aucune chronologie précise, aucun moment identifié où la menace serait devenue réelle. Cette absence laisse une question ouverte, lourde de conséquences. Si le récit officiel ne peut pas montrer l'instant exact qui justifie la force létale, alors sur quoi repose-t-il réellement? À partir de là, la situation s'intensifie rapidement. Selon le contenu que vous avez fourni, l'affaire ne reste pas cantonnée à Minneapolis. En quelques heures, elle déclenche une réaction en chaîne politique. Des responsables républicains, y compris au Congrès, commencent à demander des comptes. Une demande formelle de témoignage est adressée aux dirigeants de l'ICE, de la Border Patrol et des agences fédérales concernées. Ce n'est pas anodin. Historiquement, ce type de pression interne apparaît seulement lorsque le risque politique devient réel. Et pendant que ces démarches s'organisent, un autre phénomène se produit. Certains élus démocrates annoncent qu'ils ne soutiendront plus aucun budget incluant un financement supplémentaire du Department of Homeland Security. Remarquez le glissement. On ne parle plus seulement d'un tir mortel, mais d'un blocage institutionnel potentiel avec la menace d'une paralysie budgétaire. C'est ici que le précédent compte. À chaque fois qu'un usage de la force devient normalisé, sans enquête crédible immédiate, la réponse suit le même schéma. Déni, durcissement, puis confrontation politique. Mais cette fois, quelque chose diffère. Le refus de financement et les demandes d'audition montrent que le seuil de tolérance est peut-être atteint. Et si c'est le cas, qu'est-ce que cette escalade rend désormais possible? Selon le contenu que vous avez fourni, un deuxième élément de preuve vient aggraver la situation et il est plus troublant que le premier.
Alors que les faits décrits indiquent qu'Alex Peretti n'a jamais sorti son arme, des comptes officiels et des responsables proches de Trump diffusent une image précise, celle d'un assaillant armé prêt à massacrer des agents fédéraux. Pourtant, dans la même séquence factuelle, il est rapporté que l'arme était toujours dans son holster et que Peretti avait son téléphone dans une main, l'autre levé, au moment où il est aspergé de gaz et mis au sol. C'est ici que la contradiction devient visible. Les mots parlent d'une menace imminente, mais les détails concrets montrent l'absence de gestes offensifs. Cette dissonance change définitivement la perception de l'affaire, parce qu'à partir de là, la question n'est plus seulement celle de l'usage de la force, mais celle de la construction d'un récit après coup. Et remarquez ce basculement. Même des voix traditionnellement alignées avec Trump commencent à dire que cette version ne tient pas. Quand la défense se fissure de l'intérieur, ce n'est plus un accident isolé. C'est un signal. Et ce signal annonce une phase encore plus instable. Selon le contenu que vous avez fourni, la situation entre alors dans une phase de crise accélérée. Les événements ne s'enchaînent plus sur des semaines, mais sur des heures. D'abord, il est indiqué que des agences fédérales refusent de transmettre immédiatement les éléments de preuve aux autorités locales et étatiques, y compris les images et les rapports liés à la fusillade. Ensuite, une action judiciaire est engagée par le bureau du procureur du comté de Hennepin pour exiger l'accès à ces preuves au nom de la compétence locale en matière d'enquête criminelle. Puis, un troisième développement s'ajoute. Des responsables politiques affirment publiquement qu'aucun financement supplémentaire ne sera accordé aux agences concernées tant que des explications crédibles ne seront pas fournies. Remarquez la vitesse de cette accumulation. Refus de coopération. Action en justice. Pression budgétaire. Chaque étape augmente le coût politique du silence. Et pendant ce temps, les déclarations officielles continuent d'insister sur une menace armée sans apporter de nouveaux éléments factuels pour l'étayer. C'est ici que la dynamique devient dangereuse. Quand l'information se ferme et que la pression monte, le système se tend. Et la question devient inévitable. Que se passe-t-il si cette trajectoire se poursuit sans clarification rapide? À ce stade, l'histoire cesse d'être abstraite et vous rattrape directement. Selon le contenu que vous avez fourni, Alex Peretti n'était pas une figure politique ni un organisateur radical. Il était infirmier en soins intensifs, travaillant au VA de Minneapolis, soignant des vétérans au quotidien. Les témoignages cités décrivent un homme ordinaire, engagé, respecté par ses patients et ses collègues, et c'est précisément pour cela que cette affaire frappe si fort. Parce que si quelqu'un comme lui peut être décrit après sa mort comme un terroriste, alors la frontière se déplace pour tout le monde. Imaginez la scène transposée ailleurs. Une manifestation, une intervention policière, une décision prise en quelques secondes, puis un récit figé avant même que les faits ne soient examinés. Ce n'est plus une question idéologique, c'est une question de vécu, de ce qui peut arriver à n'importe qui pris dans un moment de chaos. Si cette situation vous semble familière, dites-le dans les commentaires. Car ce malaise collectif n'est pas accidentel. Il est le produit d'un système précis. Et comprendre ce système est la seule façon de saisir ce qui vient ensuite. Pour comprendre pourquoi ce type de situation peut se produire, il faut regarder au-delà de l'événement lui-même. Selon le contenu que vous avez fourni, le mécanisme repose sur 3 leviers simples: le contrôle du récit, la vitesse de diffusion et l'asymétrie de pouvoir. Le récit sort en premier, avant l'enquête. Il est diffusé par des comptes officiels, relayé par des figures d'autorité, puis répété jusqu'à devenir la version par défaut. Pendant ce temps, les éléments contradictoires, images, témoignages, détails de terrain, sont ralentis, contestés ou qualifiés de mensonges. Ce n'est pas nouveau, mais voici ce qui dérange. Ce système fonctionne surtout quand les coûts politiques restent faibles. Or, dans ce cas précis, le coût commence à monter. Demande d'audition, refus de financement, action en justice. Cela révèle une vérité inconfortable. Le problème n'est pas un individu, mais une incitation structurelle à protéger l'institution avant les faits. Quand l'appareil se replie sur lui-même, la transparence devient secondaire. Et c'est là que le pouvoir réel s'exerce discrètement, sans vote ni annonce. La question n'est donc plus morale, elle est mécanique. Et une fois qu'on voit ce mécanisme à l'œuvre, il devient impossible de ne pas se demander où il mène ensuite.
À partir de là, 2 trajectoires se dessinent et aucune n'est théorique. Selon le contenu que vous avez fourni, la première voie est celle du verrouillage. Les agences fédérales maintiennent le contrôle total des preuves, les enquêtes s'éternisent et le récit initial reste en place suffisamment longtemps pour épuiser l'attention publique. Dans ce scénario, la controverse ne disparaît pas, elle se dilue, le temps devient un outil. Mais il existe une seconde voie, plus instable. Les demandes de témoignages se transforment en auditions publiques. Les recours juridiques forcent l'accès aux preuves. Les contradictions deviennent visibles, non plus sur les réseaux, mais dans des cadres officiels. Remarquez ce point clé. Les 2 trajectoires dépendent d'un facteur précis, la capacité à maintenir ou non l'opacité. Et c'est ici que la dynamique s'accélère. Parce que plus le silence dure, plus chaque nouvelle information prend du poids. Rien n'indique encore laquelle de ces voies l'emportera. Mais une chose est claire, le prochain mouvement est déjà en préparation des 2 côtés. Et quand il se produira, il ne concernera pas seulement ce qui s'est passé à Minneapolis, mais la façon dont ce type d'événement sera traité à l'avenir. Ce que révèle cette affaire, au fond, tient en une phrase simple et dérangeante. Le pouvoir ne se mesure pas seulement à ce qui est fait, mais à ce qui peut être raconté ensuite. Selon le contenu que vous avez fourni, la mort d'Alex Peretti n'est pas seulement un drame individuel, elle devient un test de crédibilité, un test de transparence et surtout un test de mémoire collective. Quand un récit officiel entre en collision avec des faits visibles, la question n'est pas de savoir qui parle le plus fort, mais qui résiste le plus longtemps. C'est là que tout se joue. Si cette histoire vous semble lourde, ce n'est pas un hasard. Elle marque un point de bascule où chaque détail compte davantage que les slogans, où chaque image pèse plus que les communiqués. Et ce qui arrive ensuite ne dépendra pas d'un tweet ou d'une déclaration, mais de ce que le système acceptera ou refusera de montrer. Cette affaire n'est pas close. Elle ouvre une série, une suite logique. Si vous voulez comprendre comment ce type de récit se construit, se protège, puis parfois se fissure, suivez ce travail et abonnez-vous. La prochaine couche est déjà en train d'apparaître.